Pékin, 1er octobre 1949. La Chine tout entière célèbre la victoire de Mao Zedong. Plus de 30 ans après la révolution bolchevique, le communisme s'empare du pays le plus peuplé de la planète. Son empire s'étend désormais du cœur de l'Allemagne aux rives du Pacifique. La photographe He Bo est sur l'estrade à côté de Mao. La place Tiananmen était noire de monde. Les gens étaient fous de joie et ils étaient rassemblés au pied de la tribune et criaient « Vive le président Mao !» Je n'avais qu'une idée en tête, photographier cet instant pour pouvoir transmettre ces moments aux générations futures. À ceux qui n'auraient pas pu être là, place Tiananmen ce jour-là. Pour la Chine, arriver à un tel jour, ça n'avait pas été facile. Il avait fallu des milliers d'années de lutte pour parvenir à cette journée, à ce jour de libération. La foule massée place Tiananmen écoute Mao Zedong proclamer l'événement. La Chine va être définitivement libérée de la pauvreté, de l'inégalité et de la domination étrangère. Pour atteindre ces objectifs, le 5e de l'humanité se trouve engagé dans la plus vaste entreprise de mobilisation populaire de l'histoire. Chacun devra travailler, vivre et penser selon la vision maoïste de la nouvelle société. Méthode, idées, moyens, rien ne résiste à cette vision révolutionnaire. Et personne n'y échappe. Jusque-là, la plupart des Chinois vivent dans des conditions inchangées depuis des générations. Quatre Chinois sur 5 travaillent la terre et vivent dans une grande pauvreté. Contraints d'emprunter pour survivre, ils doivent de fortes sommes aux propriétaires ou aux usuriers. Dans une province du sud-ouest, la famille de Hu Bensu travaille sur des terres qui ne lui appartiennent pas. La vie était dure. Nous avions très peu pour vivre. Je tissais des vêtements jour et nuit pour joindre les deux bouts. Nous ne pouvions que vivoter. Il n'existait par le passé qu'une justice pour les riches, pas pour les pauvres. Alors qui se souciait de nous? Personne. Vous ne pourriez pas croire à quel point les pauvres étaient maltraités. Après la Première Guerre mondiale, le général Chiang Kai-shek met fin à la guerre permanente des seigneurs de guerre et réunifie la Chine sous son autorité. Son parti, le Kuomintang, se veut le promoteur de la modernisation dans une économie libérale. Chiang Kai-shek est aussi soutenu par les investisseurs étrangers qui conservent le bénéfice des avantages obtenus au XIXe siècle par les traités inégaux. Ils entendent profiter du boom du développement. Et les nationalistes espèrent qu'avec le temps, le capitalisme se diffusera à toute la Chine à partir des provinces côtières et de Shanghai, la vitrine moderniste du pays. Le mari de Qin Jin-je est un exemple de ces nouveaux capitalistes. J'ai appris à danser. Mon mari et moi, on était très pris par notre vie mondaine. Mon mari aimait jouer au mahjong. Quand on sortait, il tenait beaucoup à ce que je sois élégante.
Le temps manque à Chiang Kai-shek pour atteindre ses objectifs. De plus, une inflation galopante et la corruption des principaux chefs du Kuomintang altèrent sa popularité. Une minorité de Chinois mettent leurs espoirs dans un changement radical, incarné par le Parti communiste. Mais en 1927, la première tentative de soulèvement des ouvriers à Shanghai est sévèrement réprimée. Mao Zedong en déduit qu'il n'a plus d'avenir ni au sud du pays, ni dans les villes, ni dans les usines. Le parti opère alors une reconversion et s'appuie désormais sur les campagnes. Et Mao décide de regrouper ses forces ailleurs, plus au nord. L'opération prend le nom de Longue Marche et dure plus d'1 an. La donne intérieure est à nouveau bouleversée en 1937 par la guerre impitoyable menée par les Japonais sur le sol chinois. Contre l'ennemi commun, nationalistes de Chiang Kai-shek et communistes de Mao coopèrent tant bien que mal. Le Japon vaincu, la guerre civile reprend de plus belle entre les deux parties. Mao gagne le concours des paysans à qui il promet la réforme agraire et que l'armée communiste traite avec ménagement. La première fois que l'armée de libération est entrée dans notre village, j'ai eu très peur. Ils ont dit « Vous n'avez rien à craindre ». Je n'osais pas dormir dans la maison, j'étais trop effrayée. Ils ont dit qu'ils dormiraient ailleurs, qu'il n'y avait rien à craindre. Ils ont dit « Nous sommes l'armée de libération, nous avons des règles de conduite ». En 4 années, les communistes viennent à bout de la résistance nationaliste. Les derniers partisans de Chiang Kai-shek se rejoignent sur l'île de Taïwan. Mao se trouve à la tête d'un pays dévasté et encore plus appauvri. Mao dispose d'un pouvoir absolu supérieur à celui qu'avaient les empereurs en raison du contrôle exercé par le parti. Il prend l'engagement que la Chine sera, à brève échéance, en mesure de compter sur ses propres forces, à l'égal des grandes puissances. L'ambition de Mao est de fonder un État plus conforme à la doctrine marxiste, plus juste et plus progressiste que celui dont le stalinisme donnait l'image. Néanmoins, il compte sur l'aide massive des soviétiques. Dans cette révolution, les paysans ont une place prépondérante. Aux militants d'expliquer la notion de classe et celle de lutte des classes dans chaque village, sur les lieux de travail. La propagande est omniprésente. Des équipes itinérantes projettent des films dans les villages les plus reculés et diffusent ainsi le message révolutionnaire. Les paysans sont aussi les premiers bénéficiaires de ce bouleversement. En 1950, ils obtiennent enfin la réforme agraire promise depuis 15 ans. 300 millions de paysans doivent devenir propriétaires. Cette confiscation autoritaire reste le meilleur moyen de mobiliser les paysans pauvres et moyens pauvres contre les propriétaires. En 1955, la collectivisation des terres est achevée. Les masses se mobilisaient pour demander des comptes aux propriétaires fonciers. Combien de terres ils avaient accaparées, quelles terres ils devaient nous rendre. C'était comme ça. On faisait de grandes réunions et c'est dans ces réunions quotidiennes qu'on décidait.
Le secrétaire du parti, Luo Shefa, attise les esprits. Notre première tâche était de faire rendre des comptes aux propriétaires fonciers. Nous mobilisions les métayers exploités contre eux. Les métayers expliquaient le système de fermage, comme ils n'avaient jamais d'argent pour le payer, les emprunts qu'ils n'arrivaient pas à rembourser. Tous les gens qui assistaient aux réunions étaient bouleversés. C'étaient des récits très douloureux. 政府接受了群众的要求，判决罪犯李志仁的死刑，坚决与人民为敌的反革命分子一定受到人民严厉的制裁。 La réforme agraire fait ainsi des centaines de milliers de morts. 经过轰轰烈烈的土地改革，他们的苦日子从此一去不回头了。今天他们真正的翻身做了土地的主人。 Dans les villes, les communistes cherchent la collaboration des dirigeants et des techniciens dont la révolution a absolument besoin pour continuer à faire tourner les usines. Et on associe les propriétaires capitalistes qui n'ont pas fui avec les nationalistes. La propagande montre des hommes d'affaires offrant spontanément à l'État communiste des actions de leur compagnie. Et on les voit fêter avec une joie peu vraisemblable l'ère nouvelle du socialisme industriel. Tseng Guodong, secrétaire du district du parti, n'est pas dupe. Le jour, il disait « Nous soutenons le parti ». Mais le soir, chez eux, la porte fermée, leur famille autour d'eux, ils pleuraient. Il disait « J'ai consacré ma vie à cette entreprise des dizaines d'années. Et voilà que l'œuvre d'une vie est condamnée à finir. » Quand nous avons compris ce qui se passait, nous avons commencé par décider de donner un rôle de premier plan à quelques membres clés du capitalisme industriel et commercial. La famille de Tsin trouve plus habile de coopérer avec les nouvelles autorités. Madame Tsin joue dans un film de propagande destiné aux femmes de l'élite de Shanghai afin d'expliquer ce choix. Juste après la libération, cela allait plutôt mal. Les communistes n'aimaient pas le métier de mon mari. Les premiers temps ont été difficiles. Ensuite, nous avons coopéré, c'était notre seule issue. Il ne fait pas bon résister, ce que rappelle l'ouvrier pékinois Chi Youyi. Les chefs importants ont été exécutés. Les petits chefs ont été condamnés à la rééducation par le travail. On a demandé aux ouvriers de les surveiller pour vérifier qu'ils travaillaient. Nous, on les haïssait tellement que si on voyait qu'ils travaillaient mal, on prenait des bâtons et on leur tapait dessus. Et on les engueulait. C'est comme ça qu'ils avaient traité les ouvriers, eux. Ils s'étaient comportés comme des cannibales. Dans le même élan, la société est transformée jusque dans ses fondements les plus traditionnels. Les femmes obtiennent des droits dans la famille comme au travail. Elles conquièrent la liberté dans le mariage, tandis que l'infanticide est interdit. L'illettrisme est combattu parce qu'il entretient la dépendance des femmes. Originaire d'un village près de Pékin, Guo Xiuying fut d'abord élève avant de se faire enseignant. J'ai étudié pendant un certain temps. Et après, comme ça, j'ai pu enseigner aux autres. Il n'y avait pas de tableau noir, alors j'ai pris une planche de bois et j'ai écrit dessus. Ou bien j'écrivais sur le chambranle de la porte et elles recopiaient. Certaines avaient leur bébé, elles leur donnaient le sein tout en étudiant. C'était pas simple pour elles.
当他们去地里干活的时候，就把自己的小黑板插在地头上，结合生产劳动来熟读生字，真正做到了学以致用。L'heure est aux campagnes de masse, en particulier pour instaurer un minimum d'hygiène et de propreté. Pas question de s'y dérober. Le cinéma est mis au service de la propagande. Dans la continuité, la population au complet est vaccinée contre les maladies endémiques en Chine, à commencer par le choléra. Les enfants sont utilisés pour faire la guerre aux mauvaises habitudes de leurs parents. Les cadres du parti sont particulièrement attentifs au respect de cette discipline. Membre d'un comité de rue de Shanghai, Chen Fuxin passait de maison en maison. On disait, tu aimes ton pays? Si tu aimes ton pays, et puisque le pays t'appelle à appliquer le mouvement pour l'hygiène, vas-y. Quand les gens entendaient ça, oh, on va dire que j'aime pas mon pays, c'était comme ça. On allait aussi inspecter pour voir où il restait encore de la saleté ou de la poussière. On examinait les meubles pour voir si c'était poussiéreux. Quand il n'y avait pas de poussière et que c'était bien rangé, ça allait. S'il restait des endroits pas bien nettoyés, on leur expliquait qu'il fallait faire mieux. On lessivait les murs des rues et les trottoirs et on affichait le slogan qui disait « Si chacun s'y met, les 4 fléaux seront anéantis ». Le moineau fut dénoncé comme ennemi public. On l'accusait de dévorer les récoltes. Les autorités ont déclenché un grand mouvement pour éliminer tous les moineaux. Dans les villages, tout le monde s'y est mis. On prenait même des tours pour manger. Les arbres étaient hauts, alors on avait du mal à les secouer. Dès que les oiseaux se posaient, on recommençait à secouer l'arbre. Certains se servaient de lance-pierres pour abattre les oiseaux. D'autres sortaient leurs fusils et tiraient dessus. Ceux qui avaient abattu beaucoup d'oiseaux étaient félicités et récompensés. Ceux qui n'en avaient pas abattu assez étaient critiqués et on leur disait de faire mieux le lendemain. La campagne d'élimination des moineaux a un effet pervers. Une fois disparus, les oiseaux laissent le champ libre aux insectes qui ravagent les récoltes. Ce même genre de méthode systématique est pratiqué pour éradiquer les pensées non conformistes. Chacun est invité à surveiller et à dénoncer éventuellement ses voisins ou ses collègues de travail s'ils correspondent aux descriptions officielles que l'on fait des gens de droite, des voyous ou des contre-révolutionnaires.
Pourtant, les résultats sont si médiocres que les paysans fuient les campagnes. Les dirigeants chinois expérimentent alors une solution nationale fondée sur les réserves inépuisables de main-d'œuvre. Par dizaines de millions, les paysans sont mobilisés pour améliorer les rendements agricoles et creuser des canaux d'irrigation. Des dessins propagandistes illustrent les résultats de ce grand bond en avant qui, à partir de 1958, doit permettre à la Chine de rattraper puis de dépasser les puissances capitalistes. Par souci d'efficacité, on regroupe les coopératives agricoles en gigantesques communes paysannes. Le secrétaire de district, Zheng Guodong, participe à ce défi. J'ai personnellement organisé le regroupement de 8 coopératives en 2 grandes communes populaires. Ces 2 communes populaires rassemblaient 270 000 habitants, une centaine de milliers de personnes chacune. Chacune de ces communes pouvait ainsi mener à bien de grands projets. Avec ces milliers de personnes au travail, un grand projet pouvait être mené à terme en peu de temps. La priorité est donnée à la production des biens de première nécessité, le tout sous le contrôle de la milice. L'objectif est de construire le plus rapidement possible un socialisme à la chinoise en se passant des intellectuels et des techniciens qualifiés considérés comme des réactionnaires droitiers. En même temps que la production, la vie privée passe sous le contrôle de l'État. Les repas collectifs seront préparés dans des cuisines centrales et les enfants confiés au cadre du parti. Malgré les faibles résultats initiaux, Mao lance comme objectif le doublement de la production agricole en 1 an. Afin de stimuler l'enthousiasme révolutionnaire des masses, il parcourt systématiquement le pays. À Dongchong, c'est Zheng Guodong qui l'accueille. En visitant le terrain modèle, le président Mao a demandé « Quelle est la récolte prévue ?» La responsable lui a répondu « 50 000 livres par acre ». Le président Mao dit alors « Si tu parviens à 1/10 de ce rendement, ce sera déjà un record mondial ». Les principes de la concurrence entre communes sont exploités pour élever un rendement qui jusque-là atteignait à peine 5 tonnes à l'hectare. 会上，各乡各社的英雄们用喝干大海、斩断高山的气概，摆开了争夺水稻冠军的擂台。三关乡的好汉们首先扯起了水稻亩产3000斤，紧跟着下岗乡的好汉涌上擂台，大声喝道：“保证水稻亩产4000斤，秋后丰收上北京。”北郭乡的英雄们哪能落后？3关错失加了马，我们错失赛火箭，我们亩产5000斤。全县各乡打擂台的英雄和干部们一起宣誓，争取水稻超过10000斤。En fait, ces chiffres fantastiques sont tous faux. Les pousses de riz étaient déplacées et replantées serrées. Sinon, on n'arrivait pas au rendement annoncé. Mais comme ça, le riz ne pouvait pas pousser. Sans lumière et sans air, les pousses ne se développaient pas. Peu de temps après, tout avait pourri. Nous voulions continuer, mais les paysans n'ont pas voulu. Ils disaient « Vous avez replanté du bon riz et il a pourri. Si ça continue, après la récolte, on n'aura plus rien à manger. » Comme les paysans ne voulaient plus, on a laissé tomber. Mais j'ai reçu un ordre de la ville, on m'a ordonné de continuer quand même. Abreuvée de ces statistiques trompeuses, la Chine nourrit l'illusion que le grand bond est une réussite et que les greniers du pays sont pleins. Sous prétexte de cette illusion productiviste, Mao propose des objectifs plus grandioses encore. Nous devons attraper la Lune et les étoiles, annonce-t-il à son peuple. Sur le modèle des formidables travaux entrepris par le voisin soviétique, et sans se soucier du désastre écologique qu'il crée,
les Chinois percent le canal du drapeau rouge. Long de 3000 km, ce canal doit acheminer l'eau à travers une région montagneuse, apparemment infranchissable. Zheng Yangcheng travaillait sur le chantier. Je m'attachais une corde autour de la taille, je descendais dans le vide et j'attaquais la roche avec une lance. Quand ça tombait, je me dépêchais de m'écarter en me balançant, sinon je risquais d'avoir les jambes brisées. Les accidents sont fréquents et l'on envoie Ren en nettoyer les traces. Quand on regardait la paroi d'en bas, dès que le soleil apparaissait, on voyait des morceaux de chair, gros comme ça. Je descendais prendre de la boue et je frottais pour effacer les traces, pour enlever des morceaux de chair. Si des gens avaient vu ça, ils auraient eu trop peur. Il faut mobiliser le double de la main-d'œuvre prévue à l'origine. Les travaux se prolongent. Au début, on était 30 000. En comptant 1 mètre construit par personne, d'après le plan, on pouvait finir en 1 mois ou 2. Mais avec une montagne aussi haute, impossible. Il fallait creuser à flanc de montagne. Résultat, il a fallu 10 ans pour y arriver. La logique du Grand Bond repose sur un développement conjoint de l'agriculture et de l'industrie lourde. Dans ce secteur également, le doublement de la production est l'objectif affiché. Mais le pays manque de hauts fourneaux modernes. Les paysans sont donc à nouveau mis à contribution pour ce qui doit devenir l'année des 1000 lumières rouges. On édifie des hauts fourneaux rudimentaires dans les arrière-cours des villages. Des millions de paysans, le soir, après leur journée de travail au champ, ramassent toute la ferraille qu'ils trouvent. Puis ils fondent des poignées de porte, des ustensiles de cuisine, des rails ou des outils. Dans la province du Henan, où 500 000 fourneaux ont été installés en quelques semaines, He Jinhua s'improvise sidérurgiste. Quand on a construit ces fourneaux, on n'avait pas de quoi les consolider. La terre seule, c'était pas assez solide et on manquait de paille. À l'époque, j'avais une grande natte, alors je l'ai coupée et je l'ai taillée en petits morceaux et j'ai mélangé ça à la terre. Quand elles ont vu ça, les autres filles ont fait pareil pour consolider les fourneaux. Son mari, Lien Tianyun, fait preuve du même zèle. C'était à celle de nos 2 équipes qui produirait le plus. Si mon équipe produisait 3 tonnes, elle se battait pour que la sienne produise 3 tonnes 100. Et moi, au tour suivant, j'encourageais mon équipe à produire plus qu'elle. Les fourneaux fonctionnent nuit et jour, alimentés par des forêts entières. Mais les résultats sont médiocres et la main-d'œuvre supplémentaire venue des villes, comme les médecins par exemple, n'y change rien.
Certains ouvriers, tels qu'Yoi, commencent à réaliser le gâchis de l'entreprise. L'acier produit est de si mauvaise qualité qu'il ne sert à rien. On ne faisait que de l'acier, c'est tout. Et encore, on creusait des trous dans la terre, on essayait de sortir de l'acier, mais que voulez-vous qu'il en sorte? Rien. On travaillait en pure perte, on perdait notre temps. C'était les ordres d'en haut, et quand les ordres venaient d'en haut, il fallait obéir et travailler. Deux ans après le lancement du grand bond en avant, l'échec économique est patent. Il est moins industriel qu'agricole. Tous ces paysans transformés en sidérurgistes ont délaissé les cultures vivrières. Ils sont physiquement épuisés et les communes rurales donnent des résultats lamentables. De plus, les chiffres flatteurs avancés par la propagande ont incité les autorités à puiser dans les stocks de réserve pour approvisionner les villes. La disette s'installe et après une année de sécheresse, la production agricole chute d'un quart. La famine de l'année 1960 fait au moins 20 millions de morts. C'est le constat terrible que fait Luo Shefa de retour dans son village après un stage dans une école du parti. Quand je suis revenu, j'ai vu les gens malades de famine. Dans la commune, plus de 1600 personnes étaient frappées. Ils tombaient de faiblesse, beaucoup étaient déjà morts. Quand ils m'ont vu, ils se sont mis à pleurer. C'était terrible. J'en pleurais. Ils disaient, tu aurais pu ne jamais nous revoir vivants. Les dirigeants du parti mettent un an à reconnaître l'étendue du désastre. Et encore, le rapport sur la famine demeure classé secret. À nouveau, la Chine modifie sa stratégie économique sous l'impulsion des réformateurs Liu Shaoqi et Deng Xiaoping, ceux-là même qui avaient été accusés de dérive droitière. La planification socialiste orthodoxe redevient la norme avec comme premier objectif la satisfaction des besoins matériels immédiats de la société. Les communes villageoises sont mises en sommeil. On autorise les paysans à cultiver un lopin de terre privé et à vendre pour leur compte leurs récoltes. Les normes de production planifiées sont revues à la baisse. L'important est que cette fois, les objectifs soient réellement tenus. Ce que Deng Xiaoping résume d'une formule « Peu importe que le chat soit noir ou blanc, du moment qu'il attrape les souris ». Cette attitude pragmatique est critiquée très vite par Mao Zedong, qui entend se démarquer de la normalisation en cours. Il multiplie les attaques contre la nomenclatura du parti qui accaparerait les privilèges et préparerait le retour au capitalisme. Dans sa croisade anti-bourgeoise, Mao sollicite l'appui de la jeune génération qui n'est pas encore corrompue par le pouvoir et défendra l'idéal révolutionnaire. Le Petit Livre Rouge, une compilation des discours de Mao, devient le bréviaire de la lutte idéologique envers la clique contre-révolutionnaire. Et comme pour illustrer son éternelle jeunesse, Mao transforme en mise en scène à grand spectacle sa baignade dans le Yangtze-kiang. Au printemps 1966, Mao lance l'offensive contre les réformateurs en s'attaquant aux traditions élitistes que ceux-ci sont censés incarner. La révolution culturelle est en marche. L'opéra de Pékin est la première cible choisie
parce que son répertoire, vieux de 1000 ans, incarne la Chine éternelle. À la place des histoires d'empereurs et de concubines, on met en scène 8 nouvelles pièces révolutionnaires. L'acteur Tong Xiangling, habitué au rôle de prince, se retrouve dans la peau d'un officier de l'armée populaire. Moi, pouvoir jouer ce rôle, à l'époque, je me suis senti très honoré. Nous étions des ingénieurs de l'âme. Nous ne jouions pas uniquement pour gagner notre vie. Ce n'était pas un simple travail. Nous avions le sens des responsabilités. Nous étions conscients d'avoir une mission d'éducation. Nous étions heureux que le président Mao partage avec nous le travail de création et fasse appel à notre sens de la responsabilité dans l'éducation des gens. La répression touche en priorité les intellectuels et les cadres, humiliés, emprisonnés, exilés à la campagne ou assassinés. Sous l'impulsion de Lin Biao et de l'épouse de Mao, Jiang Qing, se met en place un culte de la personnalité omniprésent, y compris à l'école. Zhao Ailing dirigeait l'école de filles numéro 6 à Shanghai. Nos élèves ont réalisé que les changements dans le monde, à Shanghai, à l'école, dans leur famille et chez nous, les enseignants, étaient tous dus à Mao Zedong. Les étudiants constituent le fer de lance de la révolution culturelle. Sous prétexte d'éliminer les contre-révolutionnaires inféodés à Moscou, il s'agit de remplacer la vieille garde du parti. Mao donne le ton des attaques. Feu sur le quartier général, on a raison de se révolter. Zhang Baoqing fut parmi les premiers étudiants de Pékin à se proclamer garde rouge. En lançant la révolution culturelle, le président Mao résolvait le problème de la révolution permanente. Ce que disait le président Mao était entièrement juste et vrai. Il suffisait de le suivre pour être sûr de ne pas se tromper. Avec lui, nous étions sûrs d'aller de victoire en victoire. Pour souligner l'importance du soutien populaire à la révolution culturelle et à Mao, un gigantesque rassemblement de 500 000 personnes est organisé place Tiananmen en août 1966. Pendant toute la journée, 1 million de gardes rouges venus des campagnes autour de Pékin défilent en flot ininterrompu devant le président Mao. Celles et ceux qui lui sont présentés ont le sentiment d'avoir côtoyé un dieu vivant. Ainsi, Xiao Shuyun, âgé de 15 ans.
À ce moment-là, j'étais bouleversée, exaltée. Je ne pensais à rien d'autre qu'à voir le président Mao, être digne de le rencontrer, de lui serrer la main le plus de fois possible. Je voulais à tout prix lui serrer la main. Et je lui ai serré la main 3 fois. Des centaines de milliers de gardes rouges me considéraient comme quelqu'un d'extraordinaire. Et quand ils me rencontraient, ils voulaient serrer la main qui avait serré la main du président Mao. Les critiques visent Deng Xiaoping, contraint de faire son autocritique, et Liu Shaoqi, menacé d'emprisonnement. Les délégations occidentales, comme les anciens alliés soviétiques, sont régulièrement conspuées dans des manifestations organisées. Quant à la Chine profonde, elle ressent l'onde de choc de la révolution culturelle avec le remplacement systématique des cadres du parti. Ainsi Zhang Guodong. Au cours des précédentes campagnes politiques, c'est moi qui critiquais les autres et les poussais à se corriger. Ce n'est pas moi qui étais critiqué, et voilà que c'était mon tour. Les lycéens et les étudiants étaient d'une loyauté absolue envers le président Mao, et ils haïssaient les réactionnaires capitalistes. Ils m'ont appuyé sur la tête, m'ont fait me pencher très bas et rester comme ça pour subir la critique. J'ai cru que j'allais y passer. Luo Shefa, secrétaire lui aussi de son district, est victime des purges. Quand la révolution culturelle a été déclenchée, je ne pensais pas que ça me tomberait dessus. Je n'avais jamais rien fait de mal. Les gens me respectaient. Ça se passait comme ça. On me convoquait en réunion de lutte et critique. On me tapait dessus, on m'obligeait à me mettre à genoux. Des fois même sur du verre brisé. Comme ça, presque tous les jours. Alors, pour me protéger les genoux, j'ai cousu un petit coussin dans mon pantalon, à hauteur des genoux. Les écoliers n'épargnent pas davantage leurs maîtres. Le directeur de notre école était quelqu'un de bien. Et nous, à l'époque, on n'avait rien contre lui personnellement. Mais il incarnait la ligne réactionnaire. Et c'est en tant que tel qu'il devait être critiqué et attaqué. On l'a traîné sur l'estrade. Les élèves lui ont mis un bonnet d'âne sur la tête et lui ont accroché une pancarte au cou. Plus on était extrémiste de gauche, plus on était fidèle au président Mao. Même les professeurs qui avaient célébré le culte de Mao se trouvent sur la sellette. Il y avait quelques centaines de gardes rouges avec leurs brassards. Certains avaient des ceintures de cuir, comme les militaires. D'autres avaient des ciseaux pour couper les cheveux. Et à moi, ils m'ont coupé les cheveux. Et ensuite, ils m'ont frappé avec des cannes.
Ils m'ont dit, sors tes citations de Mao et lis « La révolution n'est pas un dîner de gala ». Bon, je n'avais pas le livre sur moi. Je portais une chemise blanche, sans poche. Alors, je n'avais pas le livre sur moi. J'ai dit, je ne l'ai pas. Quoi? Tu ne l'as pas? Tu n'es pas loyal envers le président Mao? Tu oses dire que tu es loyal envers lui? Non. Tu mérites d'être critiqué et renversé. Voilà comment il parle. C'était en décembre. Et à Shanghai, il faisait très froid. Ils m'ont ordonné de rester debout dans la cour, du matin jusqu'au soir. Après, ils ont trouvé que ce n'était pas assez. Ils ont pris un grand tableau noir et l'ont mis sur moi. Des élèves sont montés dessus et m'ont piétiné, comme dans un jeu d'enfants, un de chaque côté. Et moi, j'étais écrasée dessous. Et ils disaient que je n'oserais plus relever la tête. Le visage marqué de Zhao Ailing témoigne des souffrances qu'elle a endurées. Au moins a-t-elle échappé à la mort. 1 million de ses compatriotes n'eurent pas cette chance. Pendant 2 ans, le pays semble agité d'une folie autodestructrice. Au nom de la lutte contre le révisionnisme, on brûle des livres, on pille des musées, on tue des savants. Les factions rivales des Gardes rouges en viennent aux mains. Les factions se battaient à coups de matraque et même au fusil. Des deux côtés, des gens étaient gravement blessés. Il y a eu beaucoup de morts, mais tout le monde pensait être du bon côté, celui de la ligne révolutionnaire du président Mao, et lui sacrifier sa vie était un honneur. L'économie tourne à nouveau au ralenti. Les écoles ferment ainsi que les hôpitaux. Tout s'était arrêté. C'était devenu impossible de travailler. Il y avait des réunions de lutte tout le temps. Impossible de travailler. On pouvait être dénoncé ou critiqué. Personne ne savait plus quoi faire. On se demandait où allait le pays. Il y a eu beaucoup de suicides. Les gens qui se jetaient sous les trains ou dans la rivière. La tension intérieure est telle que seule l'armée peut rétablir l'ordre et remettre le pays au travail. Les gardes rouges sont accusés d'opportunisme gauchiste et envoyés dans les campagnes pour être rééduqués de force. Seul Mao conserve son aura d'infaillibilité. Aussi sa mort en 1976 constitue un traumatisme national. Gaoshan 在痛哭，大海泪涛涌，惊天动地的噩耗啊，震撼全球。我国各族人民敬爱的伟大领袖毛泽东同志，于1976年9月9日在北京逝世。 L'émotion populaire qui accompagne la mort du grand timonier n'est pas de pure façade. Avec Mao, disparaît celui qui avait su faire rêver son peuple à une société idéale et qui incarnait la stabilité politique, même au prix d'une mainmise totalitaire sur les citoyens.
Son successeur, Deng Xiaoping, écarte toute idée de démocratisation et table sur la croissance économique pour garantir la paix civile. De fait, le succès de la réforme agraire et surtout de l'ouverture partielle du pays aux capitaux occidentaux font de la Chine la troisième puissance économique du monde à l'horizon 2000. Mais cet essor ravive aussi les tensions à l'intérieur d'une société cloisonnée et bureaucratique où il faut nourrir chaque année 20 millions de bouches supplémentaires. Dès 1986, les étudiants réclament des libertés politiques, ce que les dirigeants du parti prennent pour une menace subversive. Et la répression sanglante des manifestants de la place Tiananmen en juin 1989 en apporte la confirmation. Dans la Chine d'après Mao, tout procède encore du sommet de l'État.